Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café, l'émission où on parle de développement tous les jours de la semaine. Et en ce moment, le programme il n'est pas super compliqué à deviner car il y a bien sûr beaucoup de sujets autour d'Apple. Mais aujourd'hui, on parlera aussi d'un outil no-code au-dessus de Firebase ou encore d'un test grandeur nature que nous propose Quant. Mais avant ça, vous le savez, aujourd'hui on est le 8 juin et un certain 8 juin 1978, c'est là où le processeur Intel 8086 a été mis en vente. Et s'il ne vous dit rien, c'était tout simplement le premier processeur de la famille dite DX86. Et à l'époque, il pouvait tourner à 5 ou 10 MHz, ce qui est quand même très loin des fréquences d'aujourd'hui. Mais bon, Dev Café, on ne vit pas dans le passé et on retourne bien au 8 juin donc 2023 pour les actus du jour tout de suite. Pour commencer, hier je vous disais que GitLab allait proposer des badges custom pour les organisations et d'une manière générale, GitLab se porte assez bien car ils sont en Nasdaq et lundi soir ils ont publié leurs résultats pour le premier trimestre de 2023. Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires est en augmentation de plus de 40%, mais en contrepartie, leur perte nette a plus que doublé. Mais malgré ces résultats en demi-teinte, l'action a grimpé de 35% car le modèle Ops qu'ils avaient déjà annoncé a été confirmé pour cette année et a priori les boursicoteurs ont l'air d'aimer et je vous ai mis le lien vers la spec de ce modèle Ops pour bien que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Mais si je vous parle de GitLab, c'est que la solution AppDome vient d'annoncer être compatible avec. Alors concrètement, elle est à destination d'Android et d'iOS pour renforcer la sécurité sans pour autant nécessiter d'intégrer un SDK dans les applis. Et dans l'idée, 3 étapes sont proposées, l'une qui vérifie le contenu des applis, l'autre qui s'occupe de la partie signature, et enfin une dernière qui fournit un certificat comme quoi le build est bien sécurisé. Et l'avantage, c'est que la partie test est entièrement automatisée, vous n'aurez donc aucun test à écrire. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'AppDome, c'est pas donné, mais pour avoir les prix, c'est forcément en one-to-one parce que c'est par un formulaire de contact, donc a priori, ça vise plutôt les entreprises qui veulent d'une certaine manière éviter les polémiques autour de la sécurité. On poursuit et Google a gentiment laissé Apple faire ses grosses annonces pour dévoiler que la 3e bêta d'Android 14 est disponible. Concrètement, rien ne change vraiment par rapport à ce qu'on avait vu ensemble, mais surtout pour nous les développeurs, les API, elles sont enfin stabilisées. Ça veut donc dire qu'on peut tester nos projets dessus et nous assurer que tout fonctionne très bien. Ça vous permet aussi de regarder ce qu'il y a dans le doc sur les changements à faire sur toutes les applications, mais en gros pour une grande partie d'entre vous, on va dire pas grand chose. À la limite, il y en a 2 autres, mais qui pour le coup sont sur d'autres pages, à savoir que sur vos foreground services, il faut indiquer leur type et le Google Play vous tapera sur les doigts si vous ne le faites pas dans quelques mois. Et éventuellement, l'autre modification, c'est que si vous faites des jobs qui consistent uniquement à télécharger de données, vous avez plutôt intérêt à basculer vers ce qu'ils appellent les Initiated Data Transfer Jobs. Après, pour le reste, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire, comme la gestion du masculin-féminin dans vos traductions, mais aussi le support des prédictifs bug gessure ou encore de l'utilisation des préférences régionales. Comme d'habitude, attendez-vous à ce que dans les prochains jours, je vous donne plus de détails, mais honnêtement, la priorité ici, c'était la stabilisation des API, qui d'ailleurs ont le numéro 34, et pour la version stable, ce sera normalement au milieu de l'été. Allez, on quitte un peu cet univers mobile pour aller vers Quant, qui est le moteur de recherche qu'OctaveClaba a racheté il y a quelques semaines. Alors dans l'idée, les stats de Quant, elles n'ont jamais vraiment décollé, et OctaveClaba va essayer de se distinguer avec un moteur totalement différent. Et pour ça, ils donnent accès à leur POC en public, mais attention, l'index est relativement réduit avec seulement 150 millions de pages indexées et uniquement en français, donc clairement, vous ne trouverez pas tout ce que vous cherchez. Mais l'idée pour Quant, c'est de comprendre déjà s'ils font bonne route ou pas. Et si c'est le cas, ils rajouteront par la suite une couche d'IA générative, et pour accéder à ce POC, le lien il est pas bien compliqué, car c'est poc.quant.com. Et juste avant de parler d'Apple, j'ai 2 outils qui pourraient vous intéresser. Le premier s'adresse au projet en Flutter Web où vous n'avez qu'à rentrer l'URL d'un repo public et automatiquement il va se charger de tous vos buildés et de vous mettre en place une URL pour tester. Et le second outil est une sorte de back-end no-code qui fonctionne par-dessus Firebase. Dans l'idée, vous avez l'équivalent d'un gros tableur qui vous permettra de gérer votre base de données. Et pour aller plus loin que juste du drag and drop, vous pourrez coder des Cloud Functions en JS pour faire des modifications en fonction des ajouts dans la base. Et tout ce projet, il est en open source et c'est donc gratuit si vous l'auto-hébergez. Mais si vous voulez pas vous embêter, il propose une version gratuite qui est forcément un peu plus limitée, sinon c'est 12$ par mois. Et finalement, en fait, depuis tout ce que je viens de vous blablater, j'avais aussi oublié de vous préciser son nom parce que le projet il s'appelle Rowi, et autant ce projet que l'outil de déploiement en Flutter Web, eh bien les liens comme d'habitude, ils sont dans la description. Voilà, c'était tout pour les sujets hors Apple, et clairement c'est pas folichon, mais juste après les actus en bref, vous verrez qu'Apple n'est pas en reste sur les nouveautés. Être porte-parole chez Reddit en ce moment, ça ne doit pas être simple, car après la polémique sur les tarifs prohibitifs de l'API en juillet, la société a annoncé se restructurer et renvoyer 90 employés, soit environ 5% de la masse salariale. Ensuite, plusieurs rumeurs disaient qu'iOS 17 devrait permettre le sideloading ou encore des App Store tiers, mais pour le moment, c'est silence radio du côté de chez Apple.
Chez WordPress maintenant, après leur 20e anniversaire, Automatic, qui est la société derrière WordPress.com, a annoncé mettre en place une IA pour aider à écrire du contenu sur tous les sites utilisant Jetpack. Cela peut être des suggestions de phrases, voire carrément changer le ton d'un paragraphe. Après une brève version d'essai, il vous faudra payer 10$ par mois. Du côté de chez Microsoft, Teams est préinstallé sur Windows 11, ce qui est loin de faire plaisir aux concurrents et éveille les soupçons de l'Union européenne. Mais selon des découvertes de Windows Latest, des ajouts relatifs à des API de géolocalisation ont été ajoutés, tout comme une fonctionnalité Remove Chat qui semblerait faire sens ici. Et enfin, Microsoft est vraiment incorrigible car en cherchant Chrome sur Bing, une fausse réponse de l'IA apparaît en première position pour vanter les mérites du moteur de recherche sans vraiment afficher la notion de publicité. Et nous voilà donc aux nouveautés de la WWDC, et pour ça on va voir dans l'ordre des changements dans les règles de l'App Store, ce qu'il y a derrière le Game Porting Toolkit, les nouveautés sur WebKit, mais surtout SwiftUI, et on terminera par quelque chose qui manque souvent dans les frameworks graphiques, à savoir ici TypeKit. Allez, on commence tout de suite avec les règles de l'App Store qui sont applicables dès à présent. Il y a une vingtaine de points, mais dans l'ensemble j'en retiens que 2. Le premier est que si votre application affiche des pubs, il doit être possible de signaler le contenu inapproprié ou inadapté aux enfants. Et le second point, il n'y a pas vraiment besoin que je le paraphrase, car en le traduisant simplement, vous allez comprendre, et c'est: la soumission d'applications qui usurpent l'identité d'autres applications ou services est considérée comme une violation du code de conduite des développeurs et peut entraîner l'exclusion du programme des développeurs d'Apple. Normalement, ces 2 règles, elles ne devraient pas nécessiter du travail de votre côté, mais parfois, pour dénoncer des applications concurrentes, ça peut être un bon moyen. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Allez, on poursuit. Pendant la keynote de lundi, à un moment donné, ils ont parlé du Game Porting Toolkit pour Mac, mais ils sont restés très flous sur les capacités du truc. Mais on commence à mieux comprendre ce qu'il en est, car vous avez probablement déjà entendu parler de Wine qui permet de faire tourner des jeux Windows sur Mac et Linux. Et Crossover vient s'appuyer sur Wine pour fournir des patchs sans que vous n'ayez rien à faire, mais aussi avoir une interface plus agréable. Et en l'occurrence, derrière le Game Porting Toolkit, c'est bien Crossover qui est utilisé, et en plus, la semaine dernière, ils avaient indiqué que le support de DirectX 12 allait arriver sur la version 23, comme quoi tout était lié. Ça veut donc dire que la bibliothèque des jeux sur Mac, elle devrait grossir prochainement, même si l'idéal c'est toujours de faire avec les outils d'Apple comme Metal par exemple. On poursuit en allant sur WebKit, et je vous avais dit que pendant la keynote c'était un peu de la redite, mais dans l'article de blog dédié, il y a quand même beaucoup de nouveaux. Et d'ailleurs j'avais mal compris, mais désormais vous allez pouvoir mettre sur votre doc certes les PWA, mais aussi n'importe quel site. C'est donc clairement un très gros pas en avant d'Apple qui jusque-là essayait quand même de verrouiller autant que possible l'App Store. D'ailleurs, la fonctionnalité d'ajout sur la page d'accueil, elle est aussi disponible dans toutes les Safari View Controller, mais cette fois-ci, pour le coup, c'est sur iOS et iPadOS. Et là aussi, c'est pareil, si vous avez une PWA, elle s'ouvrira bien comme il faut. Et ensuite, de manière intéressante, le JPEG XL qui a été abandonné par Chromium et dont Firefox reste assez dubitatif dessus, finalement Apple lui donne son feu vert et ça arrivera sur Safari 17. A voir par contre si ça changera la décision de Google, mais pour le moment, c'est plutôt un non. Et l'autre bonne nouvelle dans les formats d'images, c'est que le HEIC qui est utilisé par exemple par l'appareil photo des iPhones, ce sera bien supporté dans Safari et les WebView. Je passe ensuite rapidement dessus, mais l'aspect multimédia va s'améliorer avec les Manage Media Source qui facilitent la gestion de plusieurs flux audio et vidéo avec différentes qualités pour s'adapter à la connectivité. Il y a aussi une pop-up pour afficher des infos sur la vidéo qui est en train d'être lue ou encore le support des caméras USB des iPads. Ensuite, pour tout ce qui est CSS, JS et consorts, je vous en fais part à chaque fois qu'il y a des technologies preview, donc en gros ça reprend beaucoup de ce que je vous ai déjà dit, mais si ici je préfère zapper, c'est parce que le menu pour développer a complètement été refait pour donner un accès plus rapide aux terminaux, y compris l'Apple TV. A noter aussi que les feature flags ont maintenant un espace dédié dans les settings plutôt qu'une vague place dans le menu que je viens de vous citer. Bref, je vous laisse ici sur les nouveautés de WebKit, mais je vous invite vraiment à aller lire l'article car il y a encore beaucoup de nouveautés. Et pour le dernier sujet, place donc à SwiftUI où vous pouvez aller voir chez Apple pour plus d'infos, mais je trouve que cet article il synthétise assez bien ce qu'il faut en retenir, et dans l'idée, SwiftUI il va être boosté avec les macros de Swift 5.9 et le framework Observation aussi, et ça va faciliter l'écoute des changements et mettre à jour l'interface. Dans l'idée, vous voyez qu'on ajoute ici sur le store la macro observable, et ensuite dans la partie graphique, il y a juste à dire qu'on veut afficher son contenu, et c'est tout. Il n'y a pas besoin de mettre des listeners ni quoi que ce soit, ça tient en une annotation et tout sera mis à jour automatiquement. Et pour enfoncer le clou, vous voyez que dans cet exemple, il fallait auparavant utiliser la notation Observe Object, mais là il n'y en a même plus besoin du tout. Pour ce qui est des animations, vous avez maintenant un With Animation qui permet d'être notifié des différentes étapes de l'animation et donc de réagir en fonction. Pour ce qui est des scroll view, il y a maintenant un modifier scroll position pour justement pouvoir scroller rapidement vers une position. Et il y a aussi un scroll target layout qui ne dit pas de scroller vers une position, mais plutôt vers une identity ou une encore si vous préférez. Sur les gestes, vous pouvez maintenant détecter la rotation ou le grossissement. Et le dernier tout petit truc utile, c'est que quand vous avez besoin de tout simplement ne rien afficher, vous avez un Content Unavailable View qui est à votre disposition. A noter que je vous ai aussi mis le lien vers le changelog qui explique certains changements de comportement sur ce qui existe déjà.
Et juste pour terminer sur cette partie graphique, vous avez maintenant TipKit qui est une sorte de tooltip ou de popover amélioré, ou en tout cas c'est le genre de message que vous voulez afficher à l'utilisateur pour lui présenter les fonctionnalités lorsqu'il utilise l'appli pour la première fois. Mais comme expliqué sur ces images, ce n'est absolument pas pour des messages d'erreur ni qui requièrent une action, c'est vraiment un message informatif, et l'API elle est ultra simple avec du texte, des icônes et des actions. Et voilà donc tout pour la WWDC pour aujourd'hui, mais il me reste encore beaucoup de sujets à vous parler comme les nouvelles guidelines sur WatchOS ou encore certaines fonctionnalités de Swift. Bref, j'espère que j'arriverai à tout faire rentrer d'ici à demain. Et voilà, ça fait beaucoup de contenu pour aujourd'hui et même beaucoup de contenu Apple, mais c'est en quelque sorte logique vu que tous les médias ont leur projecteur braqué sur eux. Mais malgré tout, j'espère que cet épisode de 215 de Dev Café vous aura plu, et juste pour info, mettez bien la date de mardi prochain dans votre agenda, car sur le créneau du midi, on vous fera un petit quiz en direct, mais bon, je vous en dirai un peu plus tard. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous et tous une très belle journée, et rendez-vous demain pour déjà le dernier épisode de la semaine, et donc allez, bon courage à tous.